Il est exactement l'heure et voilà, pour en respect à toutes les personnes qui sont arrivées à l'heure, nous allons commencer cet atelier sur énergie renouvelable et biodiversité. C'est bon, vous êtes à la bonne place? C'est l'atelier que vous aviez choisi? Oui, formidable. Eh bien, merci d'être là. Je me présente, je suis Antoine Lambert de La Belle Boîte et j'aurai le plaisir de contribuer à l'animation de cet atelier qui a été dirigé, piloté par plein de gens, mais notamment par Véronique Billy, ici présente. Applaudissements pour Véronique Billy, s'il vous plaît. Véronique Billy, qui est coordinatrice de ces questions, effectivement, biodiversité et énergie renouvelable au sein de l'OFB. J'ai raison, c'est ça? Exactement, super. Ouais, vas-y, prends un micro, ça va être mieux. Donc, cet après-midi, ben voilà, l'idée, ça va être de mettre en question ce sujet assez compliqué, complexe, effectivement, de réussir à combiner ces deux orientations de la transition énergétique et écologique, comment on fait en sorte que tout ça puisse avancer en bonne intelligence et pas forcément l'un au détriment de l'autre. Avant de commencer, on avait envie, pour être sûr de ne pas faire un hors-sujet, de savoir justement, qui vous étiez, comme on ne savait pas combien vous seriez. On a tout simplement, vous vous êtes connecté forcément sur Mentimeter ce matin, on va afficher le lien derrière. C'est à moi d'avancer pour que ça avance? Je ne sais pas, je vais tester. Oui, voilà, ça c'est le déroulé de l'atelier. Vous voyez, hop, on travaille, et à la fin, on finit par travailler. Et du coup, la première chose, c'est de savoir voilà, quels sont vos besoins. Pourquoi vous êtes venu à cet atelier-là? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des profils plutôt ENR? Est-ce que vous êtes des profils plutôt biodiversité? Histoire qu'on sache comment travailler et qui écouter. Donc pour ça, on vous a mis à disposition un lien Mentimeter qui va s'afficher, j'espère, à l'écran. Est-ce qu'il faut que je fasse un truc? Ça vient après. Oui, ça vient? Il faut que j'avance du coup, mais quand j'appuie, il ne se passe rien. Oups. Non, j'imagine que si voilà. Parfait, voilà, c'est ça. Et donc, n'hésitez pas à flashouiller ce QR code. Allez-y, on a besoin que vous flashouillez ce QR code. On vous pose 3-4 questions, c'est très vite fait. Et c'est un mini-sondage pour savoir qui vous êtes. Ça marche? Vous flashouillez ça avec votre téléphone, hop, ça ouvre un tout petit formulaire. On vous demande qui vous êtes et quels sont vos besoins sur cet atelier. Ça marche? Ça fonctionne? Vous y arrivez? Ah, est-ce qu'on peut remettre le QR code? Louison, où que tu sois, je veux bien que tu nous remettes le QR code. Voilà, c'est ça, parfait. Il est là. Je vous l'aurais bien dicté, mais il y a beaucoup trop de carrés et de trucs. Donc vous voyez, voilà, on a envie de savoir un petit peu dans quelle structure, dans quel établissement vous travaillez, pour savoir qui vous représentez. Est-ce que vous êtes plutôt d'un institut de recherche scientifique? Est-ce que vous êtes un établissement public, des chambres d'agri, des associations? Et quel type d'association? Donc là, on voit que beaucoup de collectivités territoriales, des services de l'État, pas mal aussi d'industriels, des développeurs de ENR, merci, c'est cool. Donc on se félicite de voir qu'il y a tous les profils qui sont représentés. Et des établissements publics. Ok? Ça marche, n'hésitez pas à compléter, on va remettre un petit peu le QR code rapidement pour que les dernières personnes arrivées puissent rapidement le flasher et continuer à compléter ce questionnaire pour savoir qui vous êtes. Ok? La seconde question qu'on vous pose, je ne sais pas si vous y avez déjà répondu, non pas encore. Rapidement, voilà, c'est ça, on vous demande votre périmètre d'action, vous, dans vos métiers, est-ce qu'elle est nationale, régionale, départementale, intercommunale, communale, parcellaire, ou est-ce que vous faites juste de la biodiversité dans votre jardin avec un méthaniseur individuel à base de compost ou de poules mortes, de choses comme ça. Je suis toujours... Non, voilà, j'ai un vrai cimetière à poules au fond de mon jardin. J'ai eu une période où j'avais des prédateurs un peu vénères. Et donc, j'ai utilisé quelques kilos de chaux. Quels sont les sujets ou étapes projets qui vous préoccupent? Justement, pour qu'on voit aujourd'hui sur cette partie-là, est-ce que c'est plutôt les incidences NRC à la biodiversité? Est-ce que c'est
le choix de l'implantation des projets d'ENR. Est-ce que c'est le caractère vertueux ou non sur le plan environnemental, ou est-ce que c'est voilà, les questions autour de l'atténuation de l'impact et des incidences de ces projets ENR sur la biodiversité. Il y a un peu de tout, et il y a un autre, on découvrira bientôt ce que c'est que le autre. Et donc ce qui revient le plus, effectivement, les incidences ENR sur la biodiversité, et donc du coup les questions d'atténuation. Mais un peu tout en fait, ça va, en même temps vous êtes au bon endroit, ça tombe bien, c'est le sujet de l'atelier. Ok, on va prendre la dernière question, il y en a une autre, il y en a une dernière, voilà, qu'est-ce que vous attendez? Il reste encore 2 questions. Vous serez content de cet atelier si vous ressortez avec quoi? Hop, c'est parti. Compréhension des enjeux, retour d'expérience, solutions innovantes, contact, acteurs susceptibles de m'aider. Vous voulez quoi? Vous voulez des solutions innovantes et des retours d'expérience. C'est cool, très bien. La tendance se dégage, c'est parfait. On va essayer de faire ça. Ça tombe bien, c'est ce qui est au programme. Et donc, on va passer directement à la question suivante. Hop, avez-vous de bons retours d'expérience à partir de cet atelier? Est-ce que vous-même, vous êtes ressource? Mais c'est très bien, si en même temps si vous aviez plein de ressources, vous ne seriez pas là. Et ouais, on est quand même face à une bonne bande d'incompétents là. Non, ça marche. Mais c'est très bien. Ça veut dire que voilà, on a bien fait, du partage d'expérience, on en a, et vous êtes là pour les écouter, et c'est parfait. Mais on note quand même qu'il y a une petite dizaine de personnes qui sont. Voilà, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas plus de mauvais retours d'expérience. Donc c'est bien. En fait, vous n'avez aucune expérience. Vous avez été autorisé à rentrer ici ou pas? Enfin, qu'est-ce qui c'est? D'accord. Ça marche. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Pour le lancer, la première partie de cet atelier, je vais inviter mes camarades à me rejoindre. Attention, c'est parti. Nous sommes au théâtre. Toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Je prends un accessoire au jeu. Alors, c'est pas... Oui, monsieur... Monsieur Oh Lambert. là là, Benoît. Monsieur Oh là Lambert, là 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 là. Vous avez vu ça? Ouais. Encore, regardez. Pardon. Résultat de la COP 34. Oh là, c'est terrible. Oh, on n'est pas sorti des énergies fossiles, hein, je vous Non. le dis, à ce Ben non. rythme-là. Mais à ce rythme-là, Moi, on s'en sortira jamais, Benoît. Ah ben oui, je pense que vous avez raison, oui. Qu'est-ce qu'on fait alors, Benoît? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, à ce rythme-là, on va griller du charbon, on va griller du pétrole, on va griller du gaz, on va faire tout ça. Moi, je vais vous dire ce qu'on va faire, Benoît. Ah ben, Les questions énergétiques, elles doivent se régler à l'échelle locale. Il Oui. faut que le citoyen Oui. se réapproprie son appareil de production, puis qu'il soit plus proche de savoir comment on produit, où est-ce que ça produit, combien ça produit, et qu'il compare avec ses consommations. Et là, on aura vraiment une prise en compte du citoyen des questions énergétiques. C'est ça qu'on va faire. Ouais, c'est bien. Et donc, vous savez ce qu'on va faire sur la commune? Euh, On va créer oui. nous-mêmes notre propre énergie grâce à des énergies renouvelables. Ah oui, c'est bien. Bah oui, Eh, c'est c'est bien. sympa. Puis en plus, ça va créer des emplois. Ça crée des emplois. Oh, bah, c'est pas... Un peu. Oui, Oui, un peu, ça compte Ouais. déjà. Enfin, ça réindustrialise. Un peu. Oui, un peu. Oui, bah si, un peu. Est-ce que les Allemands et les Danois, ils le font? Oui. Bah alors c'est super, oui, c'est super. S'ils le font, c'est que c'est super. hein. De toute façon, c'est le principe. J'ai pris rendez-vous avec un développeur. Ah oui. C'est leur métier, ça tombe très bien. Je le vois tout à l'heure et je vous raconte. Hein. Ah ben c'est super, d'accord, très bien, merci. Je vais faire ça comme ça. Oh, écoute, Benoît, Ah, j'ai bonjour. rencontré un type formidable. On est demain. Oui, non, oui, c'est ça. C'était bien Une le expérience formidable. Oui. Plein de trucs à dire. Et il m'a interpellé sur un sujet, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent, c'est les questions de biodiversité. Ah, Et là, je me suis dit, puisque la biodiversité, c'est fondamental, Oui. et si on ne prend pas en compte ce sujet, on risque d'aller droit dans le mur, on va se prendre du délai. Ah oui. Oui, on va se prendre du délai. Donc, d'accord. Benoît, j'aimerais que vous Oui. puissiez me faire rapidement un petit état des lieux, Oui. bien sûr. là, sur le territoire, en termes de biodiversité, Ah oui. sur qu'est-ce qu'on a. Ah, ben, là, On s'en parle demain matin? On s'en parle Oui, demain voilà, on matin. fait ça. Bonjour, on est demain matin. Oh, c'est incroyable, ça. C'est bon, on a travaillé toute la nuit avec l'équipe là. Donc on a recensé les hérissons, les champignons, les lichens. Non, excusez-moi, Benoît, je vous coupe. Quand je parlais d'état des lieux de Oui. biodiversité, c'est super. Bravo pour votre travail. Voilà. Je pensais plutôt quels sont là localement éventuellement les gens qui pourraient s'enflammer un peu sur le sujet. Enfin voilà. Ah oui. Est-ce qu'on a en termes de je vois. biodiversité, voilà, Ah c'est oui, ça. je Le vois, recensement, je- c'était celui-là. D'accord, ben Voilà. là comme ça, je vois, il y a les randonneurs là, l'assaut de randonneurs. Ah Ils oui. sont un petit peu. Ah, ils peuvent être un peu. Ah là, oui, oui, ça- ils peuvent être un peu. Ouais. Non, mais non, ils sont sympas. Ah, ils sont sympas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Je-
On leur Chaque année, ils nous embêtent avec la rénovation de leur local. Et puis on leur refait le local. Ah bon? Et puis on leur file la buvette du 14 juillet. Ah bah oui, bah Ça c'est bien ça. Ah, ils vont être contents. Il y a qui d'autre? Il y aurait qui d'autre? On a les ornithologistes, là, les passionnés de oiseaux. Ah oui. Ouais. Ah, puis il y a des gens bien chez eux. Ouais, ils sont un peu à cran là en ce moment. Donc, ah oui, leur président c'est l'ancien directeur du Crédit Mutuel. Oui, Monsieur Chambard. Oui. Monsieur Il Chambard. est sympa, Monsieur Chambard. Puis ils font des trucs bien. Oui, ils font des trucs bien. Qu'est-ce qu'on... Eh ben, on peut pas prendre un arrêté pour empêcher de couper les haies pendant 3 semaines au mois d'avril là en période de migration. Oui, voilà, ou nidifier. Oui, on fait ça. On fait ça. C'est bien ça quand on fait ça, non? Oui, après c'est. Puis on fait un portrait dans l'agenda, dans le magazine mensuel. Oui, après on pourrait les écouter aussi. Enfin, oui. Les écouter? Ouais. C'est-à-dire? On peut les faire participer au projet, quoi. Ah, c'est bien ça. Vous êtes bon, Benoît. Ah, dis donc, Benoît. J'ai du bon sens. Ah, dis donc. Ouais. Merci. J'ai regretté de ne pas avoir trouvé de profil de Sciences Po quand je vous ai embauché, mais en fait, vous êtes bien, oui, j'aime bien. Oui. Et c'est-à-dire, on fait quoi? Ah oui, on pourrait faire ça. On les prend avec nous, on fait une petite visite un samedi matin. Oui. On recense tranquillou ce qu'on voit sur le site. Oui. Et puis comme ça, comme ça, on est bien, quoi. Oui. Ça vous paraît bien? Oui. Parce qu'après, et puis s'il y a des espèces, effectivement, qu'on identifie un peu problématiques, ah ben on trouve, non? Dans les terrains. Ah ben non, mais ça peut être assez riche, ça, quand même, ces terrains qui sont en friche, là, ou en... Oh bah là, riche. Oh bah, excusez-nous, là où on prévoit d'installer, là c'est, à part 3 blattes, quelques cafards et quelques rats, c'est une ancienne friche, alors ça va être vite fait. Non, mais je vous assure. Ah oui? Ah oui. Eh ben on compense, on trouvera. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut compenser? On peut faire une zone écologique, pédagogique. C'est bien ça, voilà, faisons ça. En zone humide, là. La zone humide, on la crée. On crée une zone humide pédagogique avec des panneaux. Des panneaux. C'est bien ça. Voilà. Bon, après, voilà. Après, ça va leur plaire, ça va leur plaire. Ça va leur plaire. Oui, on n'a toujours pas échangé avec eux, quoi, sur le... Oui, mais ça va leur plaire quand même, non? Non? Oui, non? Vous pensez pas? Je sais pas. On fait ça pour eux quand même. Oui, on fait ça pour eux. D'accord, on fait ça. Ça va le faire. Monsieur Lambert. Il faut être confiant. Vous allez voir. Allez, banco. On va gagner cette lutte. On va rapprocher le citoyen de l'action écologique. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Oui, monsieur Lambert. Bon, je suis fier de vous, Benoît. Vous allez voir qu'on va aller vite. Ce qui est important, c'est qu'on perde pas de temps, parce que là, vraiment, il y a des enjeux forts à réaliser. Cette bataille. Oui. C'est moi, monsieur. Oui. Vous m'entendez? Non, on vous entend pas. Vous savez à quoi je viens, moi, monsieur? Oui. Je viens d'avoir le service juridique au téléphone. Ah bon? Il y a des recours qui viennent d'être déposés pour le projet. Voilà. Des gens qui ne sont pas contents. Ah bon? Voilà. Il y a des recours, parce que oui, des fois, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et pourtant, on a tout fait, je comprends pas. Eh ben non, vous n'avez pas du tout fait comme il fallait. On avait été parfait sur ce projet-là. Eh ben non. Si, on avait été remarquable. Alors, merci Antoine de me laisser la patate chaude maintenant pour rebondir là-dessus. On va essayer justement de chercher des solutions ensemble pour ne pas tomber dans les contentieux, etc. Et éviter ça. Et pour ça, je vais être accompagnée d'une équipe d'experts, notamment de France Nature Environnement, Mélinda Laureau, Bertrand Schatz du CEP-CNRS de Montpellier, Olivia Escardia, de l'association Noé, et Cédric, qui est un développeur d'énergie renouvelable, qui se présentera également. Alors, c'est moi qui passe les diapos, c'est ça? Donc on a prévu un atelier en 2 temps. Le premier vise à travailler ensemble, réfléchir ensemble sur où implanter des projets d'énergie renouvelable de moindre impact pour la biodiversité. Et pour ça, on va surtout s'interroger sur les outils que vous avez à disposition pour répondre à cette question. Et ensuite, on aura un deuxième atelier sur comment concevoir et exploiter des infrastructures énergétiques de moindre impact pour la biodiversité. Donc là, on sera plus à l'échelle de chaque projet et on verra s'il existe des solutions à tout ou pas. Dans les questions, dans les besoins que vous avez identifiés lors du questionnaire en introduction d'atelier, il y avait vraiment cette recherche de solutions. Donc on vous propose d'évoquer ces points ensemble. Alors juste pour évoquer l'enjeu, Antoine a gentiment rappelé le contexte climatique et bien évidemment le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans les familles de mesures qui visent à atténuer
atténuer le changement climatique par la décarbonation de notre énergie. Donc il ne s'agit pas du tout, dans le cadre de cet atelier, de remettre en question l'opportunité de cette transition énergétique. Hein. On est vraiment sur l'atténuation du climat. Mais voilà, on se pose la question de comment faire en sorte de déployer ces énergies renouvelables sur le territoire en faisant en sorte de peu impacter la biodiversité. Alors pourquoi cette question finalement? Est-ce qu'il y a des gens qui, dans la salle, auraient des réponses par rapport à ça? Est-ce que déjà c'était une question pour vous? En gros, quand on parle d'énergie verte, est-ce que c'est un problème du coup pour la biodiversité finalement? Alors ne soyez pas timide. Je vous ai déjà mis plus ou moins la réponse sur le... D'accord. Donc, pour vous, c'est un impact sur la biodiversité. Pour quelle raison? C'est susceptible d'être un impact? Bon, si ça ne marche pas, peut-être tout à l'heure. En tout cas, une des raisons majeures que pose comme problématique le développement des énergies renouvelables, c'est le fait que ça va nécessiter beaucoup de foncier. Donc, je vous ai mis les différents scénarios de l'ADEME 2050 sur les emprises foncières des différentes activités économiques, notamment le bâtiment, le transport et l'énergie. Alors bien évidemment, sur ce graphe, vous avez au niveau de l'énergie les surfaces nécessaires pour le développement des énergies renouvelables qui vont être incompatibles avec les espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc c'est le bleu foncé. Et puis le bleu clair, qui concerne les surfaces qui sont compatibles avec considérées comme compatibles avec les espaces naturels, agricoles et forestiers. On voit quand même que ça représente des surfaces assez importantes dans les deux cas. Et si on fait le total, on est entre 1 et 1,6 million d'hectares à l'horizon 2050 pour le déploiement des énergies renouvelables. Alors, autre question, autre enjeu, si on cherche à réduire l'empreinte environnementale, il faut bien en comprendre les impacts. Et dans les questions qu'on avait posées, est-ce que vous connaissez les impacts? C'est vrai que c'est encore une difficulté pour beaucoup de bien appréhender ces impacts. Alors là, j'ai voulu vous illustrer ce que c'est qu'un écosystème. Alors de manière ultra simple, ce matin, ceux qui ont suivi l'intervention de Jean-Luc Abadi avaient des schémas beaucoup plus complexes. Mais on sait qu'un écosystème est composé d'habitats, d'espèces et d'interactions entre ces espèces. On a ces interactions, elles sont pondérées entre elles. Hein. On a plusieurs étages, entre les décomposeurs détritivores au niveau des sols, les arbres, les arbustes, les herbacées, les herbivores, les prédateurs, etc. Donc ça, c'est un écosystème naturel qui, s'il fonctionne bien, s'auto-équilibre, chaque étage étant interdépendant. Et si on représente un écosystème tel que les résultats de la recherche scientifique nous le présentent actuellement pour un parc solaire photovoltaïque, eh bien, en fait, dans un parc solaire photovoltaïque, on aura toujours de la biodiversité. On a toujours des espèces végétales, on aura quelques insectes, on aura quelques animaux. Mais est-ce qu'on va avoir tous les cortèges d'espèces d'un écosystème naturel avec toutes ses fonctions écologiques? Au regard des résultats de la recherche, non. On a plutôt affaire à un écosystème très simplifié, avec même des cortèges d'espèces qui ont tendance à fuir ces installations. Alors, est-ce qu'on est systématiquement dans ce cas de figure? Est-ce qu'on a systématiquement un écosystème simplifié avec du coup des cortèges d'espèces parmi lesquelles beaucoup d'espèces ont disparu? D'autres par contre se seront surdéveloppées parce qu'elles vont trouver des conditions favorables à leur développement, puis elles n'auront plus de prédateurs pour les embêter, entre guillemets. En fait, tout va dépendre de la nature, l'ampleur et l'intensité des impacts va dépendre du choix de site d'implantation du projet et aussi de sa conception. Donc on ne pourra pas dire systématiquement il y a des impacts et ces impacts sont très forts.
tout dépendra de où vous implantez ces infrastructures énergétiques et comment le projet est conçu et comment il est géré. Alors j'avais prévu aussi de parler de l'éolien, mais peut-être qu'on reviendra sur le sujet. Tout ça pour dire qu'au regard de la connaissance qu'on commence à avoir maintenant des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, il y a une volonté forte maintenant de l'État de chercher des solutions de conciliation, et c'est une commande auquel l'OFB doit répondre, qu'elle a inscrit dans sa feuille de route, et elle travaille sur ce sujet très étroitement avec l'ADEME et d'autres partenaires. Alors, je vais passer, mais c'est juste pour vous rappeler tous les plans nationaux et programmes qui rappellent cette nécessité de réduire l'empreinte environnementale des énergies renouvelables. Il y en a beaucoup, notamment la dernière stratégie nationale biodiversité, qui a tout un volet d'action spécifique à la transition énergétique et sa conciliation avec la préservation de la biodiversité. Alors, le principe global, et c'est sur ce quoi après on va travailler concrètement, c'est l'application de la séquence ERC. Je ne sais pas si ça vous parle. Éviter, réduire, compenser, c'est un sujet abstrait, c'est un concept, c'est une doctrine, ou est-ce que c'est vraiment des mesures très concrètes de terrain? Enfin, j'ai pas beaucoup de réponses dans la salle. J'entends pas. C'est concret? C'est du concret? Eh bien oui. Et donc c'est ce qu'on va voir avec nos intervenants. Alors, en fait, cette séquence, c'est le fil conducteur de planification et de conception des projets. On a parfois tendance à oublier la phase de planification, avec les SCOT, les PLU, etc., etc. Eh bien, la séquence ERC, elle s'applique déjà à ce niveau-là, avant même de s'appliquer aux développeurs lorsqu'ils doivent concevoir leur projet. Est-ce que ça s'applique à tous les projets d'énergie renouvelable? Oui, merci. Il y en a qui connaissent. Donc oui, il n'y a pas de projet d'énergie renouvelable qui, a priori, échappe à l'application de la séquence éviter, réduire, compenser. Alors, on va passer à cette première question. Où implanter les énergies renouvelables et surtout, quels outils nous avons pour ce faire? Et je vais passer la parole à Bertrand, qui a réalisé dans le cadre de l'UICN un gros travail de retour d'expérience qui au départ visait de présenter des mesures d'évitement, essentiellement. Qu'est-ce que c'est l'évitement et comment ça se concrétise sur le territoire? Et donc, quel est ton retour d'expérience, Bertrand? Merci. Donc moi je suis au départ chercheur CNRS, je suis aussi au CNPN, où on va passer tous ces projets et on applique la séquence ERC. Mais là j'interviens pour l'UICN, donc dans ce rapport, on a fait des retours d'expérience sur une douzaine de projets qu'on a sélectionnés. Et on a identifié différents types de recommandations. Donc la première, c'est vraiment de mieux appliquer la priorité à l'implantation des projets sur des sites déjà artificialisés. Donc ça signifie des bâtiments, des parkings, des friches industrielles, des sites pollués, des sites dégradés, des délaissés de routiers, des autoroutes. Il y a Bordeaux qui veut couvrir sa rocade de panneaux solaires, par exemple. Une deuxième recommandation, c'est de renforcer la planification territoriale, c'est-à-dire d'anticiper le développement des ENR et de dire, si on regarde tout le territoire, on va pouvoir les implanter à cet endroit-là, parce que là, à cet endroit, il y a moins d'impact sur la biodiversité et ça correspond à nos stratégies régionales. Mais je voudrais insister ici sur le troisième niveau, c'est-à-dire la troisième recommandation, développer et systématiser l'usage d'une méthode d'analyse de différents scénarios d'implantation harmonisés à l'échelle nationale. C'est-à-dire que quand on soumet un projet d'implantation d'un site ENR, on doit proposer différentes solutions alternatives. Et donc là, au niveau des solutions, il y a deux étapes. Il y a une étape où on propose différents endroits, des solutions qui sont équivalentes et vraisemblables. Équivalentes en nombre ou en surface. Par exemple, on va proposer un projet à 15 éoliennes, 10 et 5. Parce qu'on va orienter le choix vers 5. Idem pour les parcs photovoltaïques. On va proposer plutôt des solutions équivalentes en surface. Et vraisemblable, techniquement, il faut que ça soit réalisable.
Et donc on propose ces différents endroits, donc 3, 4 endroits. Et une fois qu'on a choisi, selon une méthode multicritère, le scénario de moindre impact, alors à cet endroit, on peut aussi proposer différentes organisations spatiales du projet d'ENR, et de façon à, encore une fois, détailler, à peaufiner la solution de moindre impact. Donc c'est vraiment ce scénario-là de choix le plus pertinent du site pour développer cet ENR qu'il faut adopter. Très bien. Alors, je vais poser la même question à Mélinda. Bonjour. C'est bon, on m'entend. Bonjour, Mélinda Rollo de France Nature Environnement, donc FNE, une fédération de plus de 6000 associations de protection de la nature et de l'environnement en France. Et donc à FNE, on a développé des outils de dialogue territorial et d'aide à la décision qui s'appellent les SCOP. Pour ma curiosité un peu personnelle, levez la main si vous connaissiez les SCOP avant de venir. Super, ok. Est-ce que vous les avez déjà utilisés ? Il y a moins de mains qui se lèvent, c'est normal. Bon, j'ai bien fait de venir. Donc les outils SCOP, ce sont des outils qui se concentrent donc par filière d'énergie renouvelable. On a l'éoloscope sur l'éolien terrestre, le métascope sur la méthanisation, l'éoloscope offshore sur l'éolien offshore, et le petit dernier, le photoscope, qui se concentre sur le photovoltaïque. Je vous en ai mis quelques exemplaires en bas, là, au bord de la scène, mais vous pouvez aussi les télécharger sur notre site internet. Donc ces outils SCOP, ils sont en deux parties. La première, c'est un livret pour s'informer sur toute la réglementation d'un projet d'énergie renouvelable du début à la fin. Donc ça, c'est la première partie que j'ai ramenée ici. Et donc une deuxième partie qui est en ligne, qui est informatique et qui va nous intéresser pour la question qui m'a été posée. C'est une grille d'analyse multicritères sous format Excel. Donc vous avez besoin de votre ordinateur pour l'utiliser. Donc cette grille d'analyse multicritères, comment ça marche ? Donc un Excel est composé d'onglets. Et donc là, on a des onglets thématiques, donc je les ai mis sur la diapositive, les thématiques étant le descriptif du projet, la planification, une thématique gouvernance, information, concertation, une thématique biodiversité, environnement, puis renouvellement. Et en fait, ces onglets thématiques vous invitent à vous poser des questions. Vous invite à vous poser les bonnes questions pour vous positionner sur un projet d'énergie renouvelable. Donc, vous répondez à la question et selon la réponse à la question, vous allez avoir à cocher une bonne pratique ou un point de vigilance. Bonne pratique symbolisée par un hérisson vert, point de vigilance par un hérisson rouge. On a défini ces bonnes pratiques et ces points de vigilance en fonction évidemment du positionnement de FNE. Donc, par exemple, si on se pose la question de la planification, par exemple, est-ce que les collectivités ou les services de l'État ont intégré dans leurs documents d'urbanisme le fait de développer de manière concertée et planifiée des projets d'énergie renouvelable? Si la réponse est oui, ce sera une bonne pratique. Si la réponse est non, ce sera un point de vigilance à avoir pour vous positionner sur votre projet d'énergie renouvelable. Et à la fin, on a un onglet qui fera le bilan automatique par onglet du nombre d'hérissons verts et du nombre d'hérissons rouges. Si vous avez plus d'hérissons rouges, c'est qu'il y a des questions importantes à se poser. Et donc cet outil-là répond un peu finalement à la scénette qui nous a été présentée juste avant, avec un développeur qui se demande est-ce qu'on doit échanger avec les habitants ou pas, avec les ONG ou pas. La réponse est oui, et en utilisant cet outil-là, parce que ça permet de se poser les bonnes questions tous ensemble autour de la table, développeurs, associations, services de l'État, élus d'un territoire. Et c'est pour ça qu'on a créé cet outil-là. Donc pour répondre à la question de comment on se pose les bonnes questions sur où implanter un projet d'énergie renouvelable, on utilise la grille d'analyse multicritère en utilisant 3 onglets. Si tu peux passer à la slide suivante. 3 onglets. Donc l'onglet planification, donc c'est celui que j'ai utilisé comme exemple, qui va mesurer le degré d'anticipation du développement du photovoltaïque. Là j'ai utilisé l'exemple du photovoltaïque, mais ou de l'éolien terrestre, par les collectivités à toutes les échelles. Et elles ont déjà mis des actions en œuvre sur le territoire pour le promouvoir, en équilibrant avec les différents enjeux de biodiversité qui ont été évoqués par Véronique juste avant. Ensuite, vous pouvez consulter l'onglet implantation qui va évaluer, toujours avec ces questions à se poser de manière collective, qui va évaluer la prise en compte de l'environnement et de la biodiversité dans le choix du site de l'implantation.
Par exemple, est-ce que le projet va éviter des zones Natura 2000? Bon, pour le mouvement FNE, si le projet évite des zones Natura 2000, c'est une bonne pratique, donc hérisson vert. Si le site n'a pas évité une zone Natura 2000, ce sera un point de vigilance, donc hérisson rouge. L'ensemble des scopes sont construits à peu près de la même manière, mais par exemple pour les holoscopes, on va trouver plutôt ces questions d'implantation, donc de choix du site, dans l'onglet qui sera dédié à la biodiversité. Enfin voilà, l'ensemble des outils sont construits de la même manière et donc ensemble on se pose des questions sur les choix du site pour à la fin avoir un résultat commun et pouvoir discuter autour d'une même base de connaissances. Alors, merci Mélinda. Est-ce que, j'avais une question pour toi encore. Est-ce que ce sont les mêmes critères pour les choix d'implantation des projets entre filières, c'est-à-dire entre un projet de parc éolien, entre un projet de parc photovoltaïque, entre un projet, je ne sais pas, de méthaniseur? Est-ce que vous avez les mêmes critères de choix là, je ne parle que des choix de sites d'implantation des projets, ou est-ce que vous avez des critères qui sont spécifiques à chaque filière? De toute façon, le positionnement de FNE, il est assez simple. Développer les ENR, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Donc on privilégiera le développement sur du bâti, sur des zones, des sites dégradés, des laissés ferroviaires et des laissés autoroutiers. Et donc tout ce qui sera sur des zones ENAF, forcément, pour nous, ce sera un point de vigilance, sachant qu'il y a des endroits et des territoires où on ne peut pas développer, par exemple, de l'éolien terrestre, mais où on pourrait développer du photovoltaïque. Donc après, il y a des enjeux qui sont aussi réglementaires. Et ça, c'est aussi précisé dans la grille. De toute façon, il y a des endroits où, réglementairement, on n'a pas le droit d'être. Donc si le projet est dessus, c'est qu'il y a un problème réglementaire, il va falloir faire appel plutôt à la justice. Il y a des endroits où le projet peut être, mais où nous, on considère que ça ne répond pas à l'enjeu de protection de la biodiversité et donc il ne faut pas aller. Donc j'ai envie de dire, oui, le principe est toujours le même, sauf que la réglementation va changer pour certaines filières. Très bien, merci. Alors je posais cette question des critères parce que peut-être que certains connaissent bien la loi d'accélération des énergies renouvelables, mais il faut savoir qu'au sein de cette loi, il est prévu que les collectivités délimitent des aires d'accélération des énergies renouvelables. Est-ce que ça vous parle? Alors, levez la main ceux à qui ça parle. Ah, quand même. Ah, c'est mieux que ERC, ça, en fait. Hein. Alors, dans ces aires d'accélération, est-ce que vous savez s'il y a des conditions ou pas à la délimitation de ces aires d'accélération, des conditions environnementales ou des critères environnementaux? Alors, ceux qui savent s'il y a des critères environnementaux. Oh là là. Il n'y en a pas? Vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il n'y a aucun critère environnemental pour la délimitation des aires d'accélération? Non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien. Il y a des zones à protéger quand même, les zones Natura 2000, certaines ripisylves. Voilà, justement, je vois pas qui parle. L'intérêt de la loi, c'est que chaque collectivité délimite les zones sur lesquelles elle pense qu'on peut développer des énergies renouvelables. Et du coup, on peut en exclure. Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a des critères qui sont imposés par la loi, des critères environnementaux? J'ai entendu, il y a des sites classés. Ça a l'air assez vague. Alors sachez que la réponse est oui. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Il y a bien des critères environnementaux à prendre en compte. Allez-y. Oui, par exemple, pour les projets d'éolien, quand il y a des espaces, justement des sites classés paysages, par exemple chez nous, le site de la Sainte-Victoire, il a été demandé de limiter l'implantation de panneaux éoliens à proximité dans le cadre de la conservation du paysage, quoi. D'accord, alors ça c'est très bien, on en parlera tout à l'heure des plans paysages, et notamment de cet enjeu paysager, mais moi je parle de critères biodiversité. Bon, eh bien écoutez, on va le découvrir ensemble du coup. Alors je vais, hop,
Ça a été inversé. Mais sachez que vous avez, ça je pense que vous connaissez, une application cartographique développée par l'IGN et le CEREMA qui pré-identifie des zones avec des enjeux de développement des énergies renouvelables pour chaque filière d'ailleurs. Est-ce que c'est un outil que vous connaissez? Une application cartographique qui pré-identifie déjà, qui ne s'impose pas pour le coup, mais qui pré-identifie les zones intéressantes à équiper, etc. Non? C'est une découverte? Alors c'est le premier outil que vous pouvez découvrir et prendre note. Mais sachez que dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui précise qu'il faut délimiter des aires d'accélération, il y a des critères d'exclusion environnementaux de ces aires d'accélération. Et c'est dans la loi. Et donc vous avez 3 critères. Donc nous à l'OFB, nous avons développé une application cartographique qui permet d'identifier ces différentes zones qui sont soit exclues des aires d'accélération, soit pour lesquelles il faut prendre l'avis du gestionnaire au préalable avant de savoir si on peut les inclure dans les aires d'accélération ou pas. Donc dans cette application cartographique, vous pouvez retrouver en 3 clics toutes les couches qui sont prévues à la loi, soit les zones d'exclusion, soit des zones nécessitant au préalable l'avis du gestionnaire. Alors je pense que j'étais rentrée dans le détail. Voilà, sur chacune de ces zones. Alors il y a des zones qui sont exclues des aires d'accélération de toutes les énergies renouvelables terrestres. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler? J'ai l'impression que pas du tout. Alors, parmi les zones exclues des aires d'accélération de toutes les énergies renouvelables terrestres, on retrouve les parcs nationaux et les réserves naturelles. Alors, au sein de ces zones, est-ce qu'on a le droit d'implanter des projets d'énergie renouvelable? Question piège. Alors, je n'entends pas les réponses, désolée, parce qu'il y a la soufflerie qui me gêne. Vous avez le droit de dire oui, non. Alors, je parle des parcs nationaux et des réserves naturelles. Il existe... Alors, tout dépend ce qui est écrit dans les documents de définition des parcs nationaux. Il peut y avoir des projets, par exemple, hydroélectriques dans certains parcs nationaux. Donc oui, c'est possible. Il suffit que ça a été anticipé et pré-cadré par les acteurs du territoire. Donc oui, moi je l'ai déjà vu, une possibilité de développer de l'hydroélectricité dans un parc national. Alors ça, c'était avant la délimitation des aires d'accélération. Effectivement, oui, on voit un certain nombre de projets d'énergie renouvelable dans des parcs nationaux et des réserves naturelles. Mais là, une fois qu'on aura délimité ces zones, est-ce que vous aurez le droit d'implanter des énergies renouvelables dans ces zones? Non, en fait, parce qu'effectivement, le but de ces zones, c'est pour... Je vois pas, oui. Le but de ces zones, justement, c'est pour identifier les zones les plus aptes à accueillir ce type de projet. Donc, on va flécher ces zones-là et donc on va éviter d'aller justement dans les zones les plus intéressantes d'un point de vue biodiversité. Alors, effectivement, ce sont des zones qu'on va essayer d'éviter, compte tenu des impacts qu'on a survolés un peu tout à l'heure, mais que vous imaginez, sur la biodiversité. Néanmoins, la loi n'interdit pas l'implantation des énergies renouvelables dans ces zones-là. C'est juste qu'elles ne bénéficieront pas des mesures d'accélération qui bénéficieront aux projets qui iront s'installer dans les aires d'accélération. C'est une petite nuance, mais quand même de taille. Donc quand même, l'esprit de la loi est de chercher à éviter au maximum toute implantation d'énergie renouvelable dans ces zones qui sont des zones à très fort enjeu de préservation de la biodiversité. Néanmoins, il n'y a pas d'interdiction formelle. Donc on parle de zones d'exclusion des aires d'accélération.
Mais ce ne sont pas des zones d'exclusion fermes. Alors ensuite, on va avoir le cas particulier pour l'éolien terrestre, où là, on a des zones supplémentaires. Et je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, on va retrouver les sites Natura 2000. Sites Natura 2000, donc les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation à enjeu chauve-souris. Donc là, c'est pareil. La loi prévoit que vous ne puissiez pas, en gros, zoner vos aires d'accélération dans ces sites Natura 2000 dès lors que c'est pour y implanter de l'éolien terrestre. Mais ça n'interdira pas les projets dans ces milieux-là. C'est juste que ces projets-là ne bénéficieront pas des mesures d'accélération. C'est peut-être un petit peu technique, mais voilà, j'espère que... N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas compris. Et puis ensuite, il y a une autre catégorie qui est un ensemble de zones pour lesquelles il faut au préalable l'avis du gestionnaire. Donc là, c'est pareil, sur l'application cartographique de l'OFB, vous avez accès à une couche orange de mémoire. Quand vous cliquez, vous savez à quel type de zone ça correspond. Parce que dans cette catégorie, vous voyez, je vous ai fait la liste qui est assez impressionnante. Donc on retrouve dans cette liste des zones qui sont incluses dans la stratégie nationale air protégée. Par exemple, les arrêtés de protection biotope, les zones humides d'intérêt environnemental particulier, les sites classés, les bandes littorales, les espaces remarquables du littoral, etc., etc. Donc pour ces zones-là, elles ne sont pas considérées comme exclues des aires d'accélération, mais les collectivités en charge de la réalisation de ces zonages doivent au préalable prendre la tâche du gestionnaire pour avoir son avis. En gros, est-ce qu'il est bien indiqué ou pas d'associer dans ces zones des aires, de les inclure dans les aires d'accélération, pardon. Là encore, on a affaire quand même à des zones avec des très très forts enjeux de biodiversité. Hein, donc certains sont des aires de protection fortes. Hein. Et enfin, on a une troisième catégorie. Une troisième catégorie qui est les zones de prévention et de maîtrise des dangers ou des inconvénients qui résulteraient de l'implantation d'énergies renouvelables terrestres sur certains enjeux. Et notamment, on va retrouver les enjeux de préservation des milieux aquatiques et humides. Alors ça, c'est une catégorie pour laquelle la loi n'a pas listé très précisément et elle laisse le choix aux collectivités ou aux services de l'État de définir quels sont les enjeux, quelles sont les différentes couches, par exemple, à retenir pour cette catégorie-là. Donc nous, dans l'application OFB, on a mis un exemple, les aires de captage d'alimentation en eau potable, mais on laisse, la loi laisse la possibilité, il faut que j'arrête, laisse la possibilité aux collectivités de définir ses propres critères. Ça peut être les zones humides, ça peut être des corridors écologiques au niveau des cours d'eau, etc., etc. Voilà, donc on vous a mis des petits flyers qui vous expliquent comment accéder à cette application cartographique. Et s'il nous reste un petit peu de temps, comme autre outil d'intégration des enjeux de préservation de la biodiversité dans les choix des sites d'implantation des énergies renouvelables, je l'ai fait défiler tout à l'heure très vite, mais pour certains qui connaissent, c'est un programme développé par l'ADEME. J'ai entendu le mot-clé tout à l'heure par madame. Non? Ah. On a parlé de paysages tout à l'heure. Il faut savoir que les paysages et la biodiversité ont des liens très forts quand même. Hein. Plus un paysage sera riche en différentes structures paysagères, etc., et notamment en écosystèmes arborés, en milieu forestier, en haies, en prairies, etc. Plus il y aura une hétérogénéité de paysages, et plus on aura une biodiversité riche. Et donc, dernier outil dont je voulais vous parler, alors c'est dommage, c'est pas dans le bon ordre, je vais y revenir. Voilà. Les plans paysages, transition énergétique et écologique. Alors, qui ont l'objectif, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, de répondre aux défis de transition énergétique en cohérence avec le patrimoine architectural et naturel.
La méthode, c'est croiser les objectifs de production d'énergie avec les objectifs de qualité paysagère. Donc, dans les plans paysages, on va retrouver la prise en compte, l'identification sur un territoire donné de différents enjeux. Les enjeux de préservation des ressources, les enjeux des volets économiques, et puis les enjeux de préservation de la biodiversité. Et l'ADEME, avec son programme, vise à aider les collectivités à identifier ces différents enjeux pour se projeter de l'avenir, pour définir quel paysage, mais derrière ce paysage, comment elle souhaite développer ces énergies renouvelables. Donc, je passe très vite parce que nous n'avons pas d'intervenant ADEME, sauf peut-être Emmanuel David de l'ADEME qui devait être dans la salle. Je ne sais pas s'il est là, ben c'est parfait. Voilà, si vous souhaitez compléter, parce que c'est plus votre domaine que le mien. Oui, ça marche, oui. Oui, je vais aller relativement rapidement puisque vous avez déjà raconté l'essentiel. Cet outil, en fait, est un des outils qui est proposé par le ministère de la Cohésion des Territoires au départ, même si c'est l'ADEME qui porte celui-ci, puisque depuis une vingtaine d'années, le ministère porte les atlas départementaux des paysages que vous trouvez sur un centre de ressources dématérialisé qui s'appelle Objectif Paysage. Ça fait une dizaine d'années que le ministère, qui s'appelle aujourd'hui Cohésion des Territoires, a développé cet outil plan de paysage de manière globale. Et en fait, il y a 3 ans, on s'est associé à lui en plein confinement, en plein Covid. On s'est associé au ministère pour dire la question du développement des énergies renouvelables est très impactant vis-à-vis des paysages. Et donc on propose, nous, dans cet appel à projet national qui a lieu chaque année, qui est lancé en général au mois de mars, avec un dépôt des dossiers au mois de juin, donc ça fait des années que c'est comme ça, des lauréats au mois de septembre-octobre. On capte, nous, du coup, les démarches qui traitent de la question du paysage. On a fait déjà donc 4 appels à projets, 19 lauréats. L'an dernier, on a eu 2 dossiers seulement au niveau national. Moi, je représente l'ADEME en Occitanie. Je désespère parce qu'on n'a pas de dossier en Occitanie pour l'instant. Donc, un appel à contribution. On est là pour vous aider à déposer des dossiers si ça vous intéresse. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que non seulement avec notre intervention, on aide les élus et tous les gens qui sont autour des élus, notamment les associations, les sachants dans les territoires, à travailler sur cette question de où on doit mettre des énergies renouvelables, jusqu'à quel niveau. Donc voilà, on travaille là-dessus, mais on s'aperçoit aussi que maintenant, au-delà du paysage, on commence à avoir des questions de sobriété, des questions de biodiversité. Je vous donne juste 2 exemples. Une communauté de communes qui n'est pas très loin de Toulouse, qui est à la confluence entre l'Aveyron et la Garonne, alors je ne me souviens plus de son nom, qui dans son projet de plan de paysage a travaillé sur les questions de sobriété énergétique, donc d'extinction d'éclairage public, donc de tram noir. Donc vous voyez, on a déroulé en fait la pelote et on est arrivé à la question de la biodiversité nocturne. Un autre exemple dans le Clunisois, qui est un peu plus loin d'ici, où en fait la question du paysage très vite s'est retrouvée confrontée à la question des bois, de la trame boisée. Et en fait, voilà, on ne peut pas développer les ENR n'importe comment si on veut préserver aussi des paysages, des forêts, du coup aussi de la biodiversité autour des forêts. Et plus ça va, en fait, on s'aperçoit que les dossiers sont de plus en plus poussés sur ces questions de biodiversité. Voilà, donc prochain appel à projet qui sera déposé au mois de mars. On sait déjà qu'on a les budgets pour financer entre 7 et 10 opérations, même plus, puisqu'avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, on aura certainement plus de candidats. Je voulais juste aussi faire un petit point, puisque j'en profite. Vous avez fait référence en tout début au scénario de l'ADEME. On a travaillé avec l'École nationale du paysage de Versailles sur un imagier qui est très intéressant, puisque nos 4 scénarios qui vont d'un scénario où on pousse très loin la sobriété vers un scénario dans lequel il n'y a pas de sobriété, mais par contre toute technologie, des avions en veux-tu en voilà, des camions en veux-tu en voilà, mais avec par exemple des biocarburants, etc. On a mesuré ça sous la forme de l'impact en matière de paysage. Donc les 4 scénarios sont traduits par l'école de Versailles sous forme de paysage, c'est hyper intéressant. Voilà. Et pour terminer, oui, monsieur tout à l'heure de l'UICN disait il faut parler d'aspect territorial, mais il faut aussi parler des projets sur les sites. Avec l'OFB, on travaille en ce moment sur un observatoire national de l'impact des énergies renouvelables, notamment photovoltaïques, sur la biodiversité. Donc ça, c'est très intéressant. Au niveau national, on a aussi 2 réseaux qui sont des réseaux régionaux
qui travaille sur la qualité des projets, le réseau des coopératives citoyennes qui développent les énergies renouvelables, puisque dès qu'on a des groupes de citoyens, on a forcément des militants associatifs, etc. Et donc on va vers de bons projets. Et on a un deuxième réseau qui s'appelle le réseau des générateurs qui a été mis en place l'année dernière, qui aide les maires ruraux qui n'ont pas d'ingénierie à essayer de travailler sur des bons projets lorsqu'ils veulent des projets sur leur commune. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait peut-être Rémi Cassera qui voulait, en tant que développeur aussi, indiquer comment ils font pour choisir les sites d'implantation des projets. Très concrètement, est-ce que par exemple les outils qu'on a vus, c'est des outils que vous utilisez ou vous utilisez d'autres outils? Merci beaucoup. Oui, c'est des outils qu'on utilise, bien évidemment. En tout cas, si on n'utilise pas ces outils, on utilise des méthodologies qui sont très similaires. Moi, je voudrais néanmoins revenir sur 3 points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est, Monsieur Schwarz l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut favoriser, ce sont des zones qui sont déjà dégradées. Et ça, c'est complètement vrai. Il faut aller dans un premier temps sur les toitures, il faut aller dans un premier temps au-dessus des routes, il faut aller dans un premier temps sur les parkings. Mais attention, en ce qui concerne la biodiversité, attention parce que une zone dégradée, c'est pas si évident que ça. En particulier, pendant longtemps, l'État nous a fléchés vers les sites Bazas, les sites Basol, donc des sites qui sont dégradés et qui ont été abandonnés depuis très longtemps. Nous, de notre côté, on a eu la chance de pouvoir signer sur une parcelle qui était une ancienne mine d'uranium. Imaginez, ancienne mine d'uranium, on est particulièrement heureux de pouvoir installer un projet photovoltaïque. Quel symbole pour nous, projet qu'on a dû abandonner, parce qu'après 1 an d'inventaire, on s'est aperçu que la moitié du site était concernée par une zone humide et que l'autre moitié, il y avait de tels enjeux qu'on ne souhaitait pas développer le site. Et malheureusement, il y a beaucoup de sites qui sont proposés ou qui, en réalité, dans lesquels la biodiversité a repris ses droits et donc dans lequel il faut laisser faire quelque part et abandonner le site, se replier sur d'autres sites qui sont avec beaucoup moins d'enjeux. C'était mon premier point, et avec d'ailleurs le premier graphique que vous a montré Madame de Billy, même en favorisant tous ces sites dégradés, même en favorisant les toitures, même en favorisant les parkings, il faudra aussi aller sur des ENAF, ces espaces naturels, agricoles et forestiers, et donc il va falloir choisir au mieux ces ENAF pour éviter les enjeux les plus importants. Mon premier point, c'était celui-là. Le deuxième, c'est ce que vous avez présenté, Madame de Billy. Oui, c'est vrai, les zones d'accélération des ENR, c'est effectivement très intéressant, mais aucun développeur, hein, je vous rassure, n'ira sur une réserve naturelle. Aucun développeur n'ira au sein d'un parc naturel. Aucun développeur n'ira sur une OLD. Parce que les enjeux, là encore, sont beaucoup trop importants et on n'envisage pas, en tout cas ma société, n'envisage pas de développer un projet, que ça soit une zone d'accélération des ENR ou pas. Et c'est un peu d'ailleurs la limite de ces exercices de planification, parce que les exercices de planification qui sont menés à un niveau national, finalement, parfois, voilà, ils sont très intéressants, mais ils oublient un petit peu parfois les enjeux locaux. Et c'est important, on l'a vu sur la biodiversité, que c'est important de faire ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a de la planification par rapport à la biodiversité, mais il y a d'autres planifications. Il y a des zones d'exclusion, des zones d'exclusion liées au paysage, des zones d'exclusion liées par exemple à tout ce qui va être servitude aéronautique, etc., qui impactent beaucoup l'éolien et donc du coup qui limitent beaucoup le territoire. Et au final, ce qu'on va choisir, la parcelle qu'on va au final retenir, elle est finalement, il y a quand même des enjeux, quoi. Elle a moins d'enjeux qu'ailleurs, mais elle a quand même des enjeux. Et c'est pour ça que la deuxième partie, ça ouvre la voie vers le deuxième volet. Il faut faire de l'éco-conception, faire en sorte que les points soient importants. Voilà. Merci beaucoup. On va justement en parler, mais je crois que, du coup, Antoine avait des choses à nous dire par rapport à la conception des projets. Oui, voilà. Alors en fait, si le projet, là, il vous convient, eh bien, vous signez le document PDF. Vous avez tout lu, voilà, vous faites dérouler.
En bas à droite, vous signez. Voilà. Et comme ça, nous, on se recontacte pour la mise en place du chantier. Très bien. Merci à vous. Merci d'avoir choisi ENR Biodesign. Merci. Je vous laisse. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lafouine, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Bonjour. Bonjour. Alors donc voilà, moi je suis la designeuse en fait pour le parc de panneaux photovoltaïques. Oui. Et donc voilà, je tenais à rencontrer les habitants. Alors, est-ce que le projet que vous avez reçu vraiment vous convient? Oui, alors justement, je voulais en parler. Hein. Oui. C'est super. Hein. Toute la famille Fouine là, coucou. Oui, ils sont très nombreux. Sont très contents. Oui. Ils sont très contents. Cela dit, est-ce que je peux regarder votre carte là? Voilà. C'est là. Là, il y a. Donc là, vous voulez mettre votre parc ici. Voilà. Oui. Bah sur voilà. Voilà. Alors nous, on habite là. D'accord. Par exemple. Mais on mange là, nous. Ah, donc je suis au milieu. Voilà, vous êtes au milieu. Oui. Ça nous arrange pas des masses, en fait, oui. Pour faire nos fouineries, oui, quoi. D'accord, c'est comme si un peu j'étais dans votre salon, quoi. Ah oui, la boulette. Et bien, ce que je peux faire, moi, c'est que je peux séparer, faire une sorte de couloir, de corridor, vous voyez. Oui. Et puis comme ça vous fait un passage. Un petit tunnel. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Un passage, et moi je me mets un petit peu à gauche, un petit peu à droite, j'empiète pas trop sur vos chambres à coucher. C'est super. Ça vous va? Ah oui, c'est top. Ben, très bien. Eh ben merci, si je peux rendre service. Ah, monsieur Stern, je vous attendais. Ça va? Ouais. Vous éviterez par contre vos besoins sur le paillasson. Pardon, alors, oui. Oh là, moi je me suis fait mal. Parce que alors c'est pas contre vous, hein. C'est pas contre vous, mais je volais là, au-dessus de votre, comment vous appelez ça? Ce sont des panneaux photovoltaïques. Ah oui, voilà. Bah, ça reflète. Moi j'ai cru que c'était de la flotte en fait. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, un petit poisson? Pardon. J'ai piqué direct. Bah oui, non. Là, ça fait mal, hein. Ah bah oui, pardon, désolé. Je suis pris le truc dans la tête. Qu'est-ce que je pourrais? Il faudrait que je mette des. Dis quoi? Je mais, vous savez, comme sur les vitres, pour pas qu'on vous cogniez, on met des petites guirlandes, des décos. Déjà, on va se passer le mot entre nous. Hein, oui. Je suis désolée, mais on va mettre des trucs. Je vais réfléchir pour pas que ça vous impacte de trop. Bonne journée. Monsieur Bergerette? Bergeronnette, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est super, hein, vraiment, ce que vous faites. Merci. Par contre, cela dit, j'étais en train de voler, comme ça. Très sympa, mais j'ai reçu, si vous voulez, un faisceau de chaleur. J'ai bronzé, j'ai cramé. Et ça vous va très très bien, quelque part, je trouve. Ça vous donne un petit côté Pepsi. Ouais. C'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas pérenne. Hein, oui, ça vous dérange, en fait, ça les faisceaux comme ça. Oui, parce qu'en plus, ça m'a brûlé un côté de l'aile, donc je tourne en rond, moi, maintenant. Ça, je vais réfléchir, parce qu'on n'avait pas pensé à ça, en fait. Oui, voilà. Bah, c'est juste pour vous le signaler. Voilà. D'accord. Je vais prendre un coup. Hein. Il y a la petite famille qui attend dans le nid. Ça marche. Je reviens. Merci. Vous êtes encore nombreux, comme ça, dehors? Juste pour savoir. Une quinzaine. D'accord. Bonjour. Monsieur Hanneton? Oui. Je suis très très forte au... Ah oui, vous devinez bien des noms. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est où? Voilà, ça c'est le principal problème, parce que je ne sais plus où je suis là, en fait. Alors là, vous êtes dans le bureau d'études, en fait. D'accord. Oui, c'est nous qui travaillons sur les panneaux. Vous avez vu, on a fait des tests. Oui. Alors moi, je croyais que c'était un parc d'attractions, ça n'a rien à voir. Non. Ah d'accord, voilà. Non, ça nous sert à nous, les humains. J'étais attiré par la lumière, vous savez, nous... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, moi, dès qu'il y a de la lumière... Ah oui, dès qu'il y a une lumière, vous y allez, vous? Et là, il y en a plein, quoi. D'accord. Donc, je sais pas. Puis, champ magnétique et tout, moi, ça perturbe mon GPS interne. Eh bien, effectivement, J'ai Waze. Ou alors, on va baisser la luminosité. Peut-être on peut couper la nuit. De toute façon, on coupe la nuit, parce que ça marche avec le soleil. Voilà, je dis ça, mais... juste par rapport au truc que je me paume pas, parce que bon, je vais être en retard pour le dîner, puis c'est tendu un petit peu avec. Est-ce que vous pouvez fermer derrière vous? Je veux plus de... Ah, attendez, parce qu'il y en a un dernier. Ah mince. Mon préféré. Monsieur Lézardeau. Absolument, je change de queue. Hop, et voilà. Coucou. Et oui, alors, pardon, bonsoir. C'est super ce que vous faites. Vous savez qu'entre lézards, nous on aime bien lézarder, hein, au soleil. Mais là ça brûle dur, hein, sur le panneau. Hein. Oh, je sais pas quoi, ah oui, non, faut pas vous mettre dessus. Hein. Malin, du coup on se met dessous, trop froid.
Eh oui. Et entre les deux, c'est pas stable. C'est pas stable. Ah voilà, ça nous arrange pas, quoi. Hein. Ou alors je pourrais faire des tout petits îlots, Ouais, un peu partout des petits disséminés. cailloux, comme ça. Ouais, Puis vous, des vous petits mettriez transats, là quoi. où il y a de la... Ouais, Ouais. je vous mettrai Bon, des mais petits cailloux au soleil. Faites au mieux, quoi. Mais Ouais. c'est super, hein. Je suis le dernier. Voilà, il n'y a plus personne. Ça marche. De toute Bah, façon, du coup, j'ai pas que si ça à j'ai bien faire non plus. compris, Voilà. bah, j'ai encore un peu de taf pour contenter tout le monde. Ok, eh ben il y a un peu de boulot. C'est pas grave. Ça va le faire. Eh ben alors effectivement, vous l'aurez compris, il y a un peu de boulot à chaque fois parce que s'il faut prendre en compte les besoins de chaque groupe d'espèces pour chaque type de projet, ça complique quand même pas mal la conception de ces parcs, mais c'est justement des études qui sont en cours ou des projets qui testent différentes méthodes et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, Bertrand, à nouveau, vous avez rassemblé un certain nombre de retours d'expérience et quels enseignements en tirez-vous là pour le coup? Oui, alors donc on avait 5 recommandations, donc c'est les 4e et 5e dans notre rapport UCN. Donc la 4e, c'est améliorer la gouvernance des projets avec l'implication du public, comme le disait monsieur, c'est beaucoup mieux approprié si les citoyens participent, c'est issu de l'émanation d'une décision locale collective. Voilà, et puis le dernier point, c'est d'améliorer la connaissance, les outils, capitaliser sur l'existant. Donc là, pour illustrer ce point, je vous ai mis 2 images. Donc c'est les 2 images en dessous, là. C'est des parcs photovoltaïques qui sont en région PACA, qui ont 4 ans et 5 ans. Voilà, l'image tout à droite, il y a une petite bande d'herbe, tout simplement parce qu'il y a une séparation entre les 2 panneaux qui permet à l'eau de s'écouler et qui illustre bien le fait que c'est aussi un problème d'exclusion d'eau. Donc si on avait par exemple juste des trackers qui se mettaient verticaux quand il pleut, on suppose qu'on n'aurait pas ce problème de mise à nu de la Terre. Donc on voit bien ici que on perd plein de choses, on perd des espèces, on perd des habitats, et on perd un 3e point qui est dans la séquence éviter, réduire, compenser, on perd aussi des fonctions écologiques. Si on regarde les espèces, il peut très bien ne pas exister d'espèces protégées. Au niveau des habitats, ce n'est pas forcément un habitat d'intérêt communautaire. Et donc, cette biodiversité commune, elle passe au travers, à moins de considérer la 3e catégorie, les fonctions écologiques. Et donc là, les fonctions, on sait qu'on perd beaucoup de fonctions au niveau du sol, au niveau du stockage de l'eau, du stockage du carbone, de la minéralisation du carbone, des flux de différents minéraux. On perd de la résistance aux espèces exotiques envahissantes. Et là, moi, en tant que chercheur sur la pollinisation, je suis un peu affolé par ces images parce qu'on voit bien qu'on perd à la fois des plantes. On a fait des relevés sous ces panneaux et on perd jusqu'à 80-90% des interactions entre plantes et insectes sous ces panneaux. Alors je ne dis pas que c'est partout, enfin que c'est dans chaque région comme ça. On a fait la même étude en Nouvelle-Aquitaine et là il y avait de la molinie sous les panneaux et la molinie se maintient sous les panneaux. Par contre on avait aussi moins d'interactions de pollinisation. Donc on utiliser ces fonctions écologiques comme un moyen de mesurer ce qu'on perd, c'est vraiment important. Pour l'instant, il n'existe pas encore d'outils mis au point utilisables par les bureaux d'études. Et donc on doit vraiment s'améliorer sur ce point-là. Ces différences entre 2 régions montrent aussi l'intérêt du futur observatoire sur les ENR qui va être régionalisé. Et donc on pourra mettre en évidence des différences entre régions, entre types d'habitats naturels. Et donc prendre en compte les fonctions écologiques, c'est aussi regrouper cette biodiversité commune et la considérer enfin dans ses impacts sur la biodiversité. Évidemment, il y a des notions d'artificialisation du sol. Là, ici, la hauteur minimale des panneaux est à 80 cm du sol. Donc on voit bien que monter les panneaux, réduire leur surface. Là, ici, des panneaux qui font entre 4 et 5 mètres de large. Ça apparaît comme des solutions. Avoir des trackers qui tournent, ça peut être aussi des solutions. Et puis, quand on a ça, et si on tient compte de l'impact sur la fonction écologique, évidemment, ça augmente le coût à la compensation écologique pour l'installation de ces panneaux solaires.
Donc si on veut allier transition énergétique et transition écologique, il faut vraiment éviter ce genre d'image et améliorer la situation. On peut dire qu'à l'heure actuelle, on est sur une première génération de panneaux solaires, mais qu'on doit tendre vers une seconde génération qui tient beaucoup mieux compte des impacts sur la biodiversité. Et donc on doit aussi inciter à mieux éviter, mieux réduire et à mieux choisir les situations où on installe ces parcs solaires. Voilà. Merci Bertrand. Alors comme je sais que tu es un spécialiste des insectes pollinisateurs, je vais te poser une question qu'on nous pose souvent. Comme tu viens de le dire, il y a un impact par certains parcs solaires sur la végétation et donc sur les insectes pollinisateurs. Et il arrive parfois que les développeurs nous disent c'est pas grave, du coup on met des ruches. Oui, alors qu'est-ce qui se passe avec les ruches, Bertrand? Eh bien, quand les oiseaux déclinent, quand les dizaines d'espèces d'oiseaux déclinent, on ne met pas des poules. Je veux dire par là que quand toute la biodiversité naturelle décline du fait d'une menace humaine, on ne remplace pas par une seule espèce domestique. Et là, on sait que les fonctions écologiques, elles sont d'autant mieux assurées que si elles sont assurées par une grande diversité d'espèces. Parce qu'il y a une complémentarité entre les espèces sur la répartition spatiale, la répartition temporelle, sur leur efficacité dans la fonction. Et donc, on doit favoriser les pollinisateurs sauvages et pas mettre des ruches. Évidemment, c'est tentant, mais ça ne satisfait pas à la compensation de cette perte au niveau de la pollinisation ici, quoi. Merci beaucoup. Alors, je voulais réévoquer avec vous la séquence éviter, réduire, compenser, mais cette fois-ci à l'échelle des projets et plus à l'échelle de la planification par les collectivités territoriales des différents territoires à équiper, etc. Mais on va retrouver la même logique dans les choix des sites d'implantation à l'échelle des projets, cette fois, avec un certain nombre de critères que vont utiliser les développeurs pour comparer différents sites. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez que ces critères sont listés sur le centre de ressources ERC Biodiversité de l'OFB. Et vous avez ici une synthèse des critères qu'on voit dans certains dossiers, mais pas tous, et du coup on aimerait que ce soit un peu plus utilisé. Et c'est un petit peu aussi ce qu'évoquait tout à l'heure Mélinda, que tu pourras rappeler pour le scope, c'est-à-dire des critères qui permettent de comparer différents sites d'implantation des projets ou d'emprise également des projets, en objectivant cette comparaison. Parce que sinon, il arrive qu'on reçoive des dossiers pour l'instruction où on nous dit on s'est mis là parce que c'est plus proche de la route ou c'est plus proche du réseau de raccordement électrique, etc. Mais on ne sait pas si on est vraiment sur le meilleur choix de site pour la biodiversité. Or, c'est quand même une attente forte de la réglementation de démontrer aussi que c'est le meilleur choix de site pour la biodiversité. En gros, le site de moindre impact. Donc vous avez un certain nombre d'outils, dont les grilles multicritères. Donc il y a des exemples sur le site, le centre de ressources ERC Biodiversité. Et Mélinda, je pense que tu vas nous évoquer également dans les scopes vos propres critères. Oui, merci. Donc du coup, en termes de méthode, mettons vous avez un projet de photovoltaïque près de chez vous et vous voulez vous poser toutes les bonnes questions sur les différents enjeux de biodiversité à avoir en tête quand on a un projet qui se développe. Idéalement, autour de la table, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'ensemble des parties prenantes. Donc vous ouvrez la fameuse grille multicritères que je vous évoquais tout à l'heure et vous ouvrez l'onglet biodiversité qu'on a divisé en 3 sous-catégories finalement de critères. On va avoir une première salve de critères qui vont être relatifs à l'étude d'impact. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'étude d'impact est claire et complète? Est-ce qu'on fait référence à l'ensemble des impacts directs, indirects et cumulés? On insiste beaucoup sur la nécessité d'avoir en tête les impacts cumulés. Donc, si l'étude d'impact est claire et complète, vous cocherez sur le hérisson vert, bonne pratique. Si vous estimez que l'étude d'impact n'est pas claire et n'est pas complète, vous cliquerez donc sur le hérisson rouge, donc point de vigilance à avoir, et donc après à avoir des relations avec le développeur pour lui demander de préciser son étude d'impact.
Ensuite, on va avoir une autre salve de critères qui vont être relatifs aux mesures ERC que vient d'évoquer Véronique. Et ensuite, on fait un focus spécifique sur des critères liés aux mesures compensatoires. Voilà, nous aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est mieux vaut vraiment bien éviter et bien réduire plutôt que vouloir à tout prix voilà, mettre toutes ses forces sur le fait de compenser. En tout, on a 13 critères dans cette grille-là. Comme je le disais, on a un peu les mêmes critères pour les holoscopes et pour les autres scopes. Ce sont des critères qui sont très précis. Certains nous disent parfois trop, mais je pense que si on veut rentrer dans le détail des projets, c'est vraiment important. C'est ce que montrait la petite scène tout à l'heure. Hein, voilà, toutes les espèces ont un peu leur mot à dire et c'est pour ça qu'on a voulu être très précis dans cette grille-là sur la partie enjeux biodiversité. Merci. Alors maintenant, on va avoir le retour d'expérience de l'association Noé qui travaille avec WPD justement sur la gestion de leur parc solaire photovoltaïque, pour voir quel type de mesures d'intégration de la biodiversité vous appliquez. Quels sont vos retours d'expérience à ce sujet dans le cadre de la conception de vos parcs? Merci. Oui, l'idée au départ était de se dire, au-delà de la démarche qui a très bien été expliquée, éviter, réduire, compenser, comment au sein de nos parcs ou à proximité de nos parcs, on peut encore améliorer la biodiversité. C'était ça notre idée. Donc, inclure dans les parcs des mesures pour les pollinisateurs pendant la conception, pendant l'exploitation. Pendant l'exploitation, parce que ce n'est pas tout que de concevoir un parc qui favorise les pollinisateurs, mais c'est aussi le gérer tout au long des 20 ans, des 30 ans qui va durer pour être favorable à ces pollinisateurs. Donc on s'est rapproché de Noé et aussi de scientifiques parce qu'il nous importait de comprendre, dans un contexte où on n'a pas forcément toutes les clés, de comprendre si nos actions allaient être efficaces ou elles n'allaient pas être efficaces. C'est pourquoi on a mis un protocole standardisé de suivi scientifique pour participer à l'amélioration des connaissances et être certain que ce qu'on a mis concrètement en place allait être efficace. Dans ce partenariat, on a pu dialoguer ainsi avec des experts pour identifier les meilleures solutions, hein, comme le choix de ça. Et puis derrière, ce n'est pas encore le cas, mais on va sensibiliser des acteurs en dehors de nous, développeurs, en dehors des associations environnementales, des scientifiques, pour essayer, là encore, en agissant tous ensemble, d'aller plus loin. Concrètement, oui, donc l'association Noé a un programme dédié sur les espaces de prairies et sur les pollinisateurs sauvages. Donc on accompagne déjà différents types de milieux productifs justement à avoir des initiatives et des mesures pour ces espèces de pollinisateurs sauvages. C'est ce qu'on fait ici donc avec WPD en instaurant, en mettant en place des espaces de jachère autour et au sein des exploitations éoliennes et photovoltaïques, et donc pour venir pallier à la dégradation potentielle de cette biodiversité. Donc en instaurant des zones refuges, à la fois pour les ressources alimentaires et des sites de nidification, pour veiller à une connectivité écologique entre les milieux pour ces espèces. Et donc on va mettre en place notamment certains mélanges qui vont être choisis selon différents critères, que ce soit des espèces sauvages et locales, mellifères, avec une période de floraison étalée sur la plus longue période possible. On va également aussi, comme le disait Rémi, on met en place des suivis pour vraiment vérifier l'efficacité de ces mesures-là sur ces sites. Et notamment, on va avoir des informations sur le type d'espèces qu'on va retrouver. Et donc, ces espèces-là vont aussi pouvoir nous guider sur la conception du mélange adapté en local. Donc, c'est le travail qu'on met en place sur un partenariat pour le moment de 3 ans avec WPD pour vraiment... même au niveau des réflexions sur les installations futures de photovoltaïque et éolien, systématiser en fait cette prise en compte de la biodiversité au-delà de mesures réglementaires qui existent.
Merci beaucoup. Est-ce que, du coup, vous avez des retours d'expérience sur combien d'années, là, sur ces tests de mesures d'adaptation de la gestion de la végétation, etc. On a eu pour le moment une première année d'inventaire avec 2 cas de figure un petit peu différents sur les sites éoliens où on a mis en place déjà certaines jachères. L'idée, c'est d'avoir un avant-après de la mise en place de ces mesures et aussi un avant-après des effets des panneaux photovoltaïques. Donc on a un peu 2 types de suivi selon le type d'infrastructure ENR. Pour le moment, c'est un peu tôt pour avoir des résultats qui sont d'ailleurs pas tout à fait, leur synthèse n'est pas tout à fait terminée. On s'est entouré d'experts pour ces suivis, notamment David Genoux, un expert des hyménoptères. Donc les suivis vont concerner surtout les espèces d'abeilles sauvages. En tout cas, c'est une initiative très louable, puisque comme vous le dites, ce n'était pas prévu dans votre arrêté. Du coup, c'est en plus de l'arrêté, c'est ça? C'est exactement ça, oui. C'est vraiment l'idée. C'est pas, on n'est plus là dans la séquence éviter, réduire, compenser, c'est aller au-delà. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que Noé a accepté de nous aider. Ceci dit, au-delà de ce partenariat, voilà, il y a des gens qui dans la salle peuvent disposer de parcelles. Donc voilà, évidemment, plus il va y avoir de personnes qui vont rentrer dans cette démarche-là, plus ça va être favorable pour nous. Plus il va y avoir plus on va pouvoir créer un réseau. C'est ça qui est important aussi, hein, une trame verte finalement. Donc plus ça va être important pour nous. Donc voilà, on est à l'écoute de toute personne qui voudrait se rejoindre notre partenariat et surtout le partenariat avec Noé sur ce sujet. Alors, je rejoins Cédric et ça me permet de rebondir sur un certain nombre de projets à venir sur les outils, les applications qu'on développe pour concilier biodiversité et énergie renouvelable. Tout à l'heure a été citée la création d'un observatoire. Dans cet observatoire des énergies renouvelables et la biodiversité, il y aura un centre de ressources qui permettra justement de créer ces échanges, ces partages de retours d'expérience, de valoriser ce qui se fait de bien, mais aussi de bénéficier des mauvais retours d'expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et voilà. Donc voilà, il y a un certain nombre de structures qui vont être mises en place à partir de l'année prochaine. L'observatoire est aussi prévu à la loi, en fait, tout comme c'est les zones d'exclusion des aires d'accélération des énergies renouvelables terrestres dont je parlais tout à l'heure. Voilà un petit tour d'horizon de ce qui peut se faire, des outils disponibles en termes de choix d'implantation des projets ou en termes de conception. Bon, c'est un tour d'horizon rapide. Sur les retours d'expérience, vous avez une brochure qu'on a co-réalisée avec l'ADEME, que vous pouvez vous servir en plus du flyer qui vous a été distribué. Et je voulais savoir, au regard de ce que vous avez présenté, si vous avez des commentaires. Dans le questionnaire en tout début d'atelier, on vous demandait si vous aviez des bons retours d'expérience à partager. Je crois que j'ai vu une réponse positive ou 2. Il y en avait 58 de négatives, mais il y en avait peut-être au moins 1 ou 2 de bonnes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des retours d'expérience à partager. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ces outils qu'on vient de vous présenter ou ces retours d'expérience? Non, je ne vois pas. Oui, bonjour, Marco Ilicic de la société Énergitaire, un développeur sur Montpellier. J'avais une question par rapport aux mesures dont on vient de parler. De prairies, enfin de jachères fleuries. Je voulais savoir en termes fonciers comment ça s'était passé, parce qu'en général les développeurs ne sont pas propriétaires mais prennent à bail les parcelles. Est-ce que vous avez signé des conventions? Est-ce que vous avez sensibilisé des agriculteurs? Et comment ça se passe à long terme et après aussi le démantèlement par exemple du parc? Alors il y a 2 situations différentes. La première situation, c'est sur le photovoltaïque, là où on a effectivement un bail amphithéotique et sur lequel c'est à l'intérieur de notre parcelle. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on signe un bail pour une surface un petit peu plus grande que celle qu'on voudrait. Hein. Donc ça, c'est une situation assez classique et on est là plutôt effectivement propriétaire du foncier. Enfin, pas propriétaire, mais en tout cas, on a des droits réels sur le foncier qui nous permettent entre guillemets, de faire ce qu'on veut.
C'est complètement différent sur l'éolien, vous avez raison. Là, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout locataire du foncier. Simplement, on cherche des conventions avec les agriculteurs qui doivent de toute façon mettre en place ces jachères. Et donc, c'est vers eux qu'on va aller signer des conventions. En plus, c'est des jachères qui sont des jachères tournantes. Donc voilà, et c'est donc un partenariat sur du long terme qu'on va avec eux. Donc c'est pas simple à mettre en œuvre, mais ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne sur 2 de nos projets. Donc c'est du temps. Il faut convaincre les agriculteurs par ailleurs. Ils n'ont pas forcément envie d'avancer comme ça. Mais oui, c'est évidemment, ça passe par convaincre les personnes qui vivent autour de notre projet. D'ailleurs, pas trop près du projet, parce que l'idée, c'est pas forcément d'attirer des animaux à proximité même des éoliennes. Hein. Donc c'est un petit peu éloigné de ces projets. Voilà. Merci. D'autres questions? Je vois des questions devant. Merci. Je voudrais compléter ce qu'a dit Rémi, parce que du coup je travaille avec lui, mais plutôt sur la partie éolien, du coup monsieur qui vous posait la question. Effectivement, on conventionne des parcelles agricoles avec des agriculteurs qui sont sensibles à la thématique pour du coup soit convertir des cultures intensives en prairies extensive, hein, c'est pas un miracle, mais on y arrive sur des baux en général de plus de 20 ans, et puis on peut renouveler la convention si l'agriculteur est toujours d'accord. Moi j'ai pas 20 ans d'expérience, mais j'espère que ça peut arriver. Mais on a aussi d'autres modalités. On explore tout ce qui est ORE aussi, donc obligation réelle environnementale, qui attache réellement l'obligation au fond de la parcelle juridique. Donc ça c'est un point qui n'est pas toujours utilisé par des développeurs, mais peut-être aussi par méconnaissance du système juridique. Et enfin, nous, ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est finalement les partenariats locaux, notamment avec des acteurs comme les SEN, conservateurs d'espaces naturels. On travaille beaucoup en Poitou-Charentes avec eux, notamment pour l'éolien, qui, eux, en fait, deviennent propriétaires de ces parcelles. Donc, en fait, ils font de l'acquisition foncière, justement, pour... en tout cas être maître finalement de ce qui se passe sur ces parcelles agricoles et donc contractualise avec des agriculteurs un bail rural environnemental qui oblige, des fois même avec un peu plus de restrictions que ce que nous on peut faire dans nos conventions, parce qu'on n'est pas... on essaye d'être professionnel dans beaucoup de domaines, mais en fait les ENR traversent beaucoup de thématiques, mais avec des professionnels comme les personnes dans les SEN, on a finalement la garantie que sur une très longue période, les pratiques agricoles qui vont être menées sur les parcelles seront en faveur de la biodiversité selon tout un tas de cas de figure énoncés dans la Convention. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, notamment sur les collectivités, peut-être là-bas? Non? Oui, merci. Franck Espalivé, chargé de mission environnement dans une petite commune, Laguevin, à côté de Toulouse, en périurbain justement. Donc, et on voit arriver, on a encore quelques territoires agricoles, mais on voit arriver des très gros projets d'agrivoltaïsme avec des acteurs espagnols et ainsi de suite. Et on est un peu démunis face aux arguments qui nous amènent. Ce qui se passe, en fin de compte, pour être clair, c'est des agriculteurs des propriétaires terriens qui n'exploitent plus leurs terres et qui voient dans ces projets-là une manne financière sans s'intéresser vraiment aux projets agricoles. Et en plus, on a effectivement des territoires et des prairies qui sont redevenus naturels puisqu'ils ne sont plus exploités depuis 10 ou 15 ans, où on a vraiment de la biodiversité. Voilà. Comment on peut faire face à ces gros acteurs pour essayer au moins d'avancer des arguments et de pouvoir discuter avec eux d'égal à égal? Alors, je vais peut-être répondre et peut-être vous décevoir un petit peu. Nous, je l'ai pas dit, mais pour le photoscope, il a été fait à un moment, donc début 2022.
où en fait on n'avait pas anticipé l'arrivée massive des projets agrivoltaïques. C'est arrivé très très vite, vous l'avez dit. Néanmoins, je pense que vous pouvez quand même piocher dedans pour certains éléments liés à la biodiversité, à l'implantation des sites et surtout aux enjeux d'information et de gouvernance dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui sont quand même essentiels. Donc je pense que vous pouvez piocher dedans, mais par exemple, on n'intègre pas encore ce que la loi APER amène, simplement parce que les décrets ne sont pas sortis, ils sont prévus pour début d'année, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un retard. Donc moi, j'attendrai aussi déjà ces décrets-là parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va apporter comme nouveauté. Moi, je vous invite à regarder ce que propose le Photoscope, même si ça ne répondra pas à toutes vos questions parce qu'on n'a pas intégré l'agrivoltaïsme. Mais en tout cas, côté ONG, on entend ce que vous dites parce que vous êtes loin d'être le premier de nous le dire. On est conscient qu'en France, il y a une vraie arrivée de ces gros projets-là et qu'il va falloir qu'on se positionne dessus et qu'il va falloir qu'on soit très réactif dans les associations locales, mais aussi au niveau national. Donc merci de votre remarque et elle ne fait que souligner ce qu'on s'était dit, et partez avec un photoscope à la fin de l'atelier en espérant que ça puisse vous aider avant qu'on puisse peut-être potentiellement le remettre à jour l'année prochaine quand on sera sûr que réglementairement ce soit solide. Après, juste pour compléter, au regard du cas que vous citez, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment dans de l'agrivoltaïsme, puisqu'il n'y a plus d'activité agricole, de ce que j'ai compris. Est-ce que c'est bien ça ? Il y avait une activité, mais elle est abandonnée depuis un moment. C'est une question en fait importante parce que selon les cas, ces projets-là seront considérés comme de l'agrivoltaïsme ou pas ? C'est des projets agrivoltaïques dans le sens où justement on utilise l'argument de faire arriver, de réexploiter des terrains qui ne l'étaient pas, en mettant des vaches sur une prairie, pour faire simple, puisque c'est un des arguments souvent quand même de l'agrivoltaïsme qui est de dire on fait un projet énergétique, mais bien sûr en priorité, par ce projet-là, on crée une activité agricole, ce qui n'est pas souvent le cas. Dans beaucoup d'expériences que j'ai pu voir, au bout de 2-3 ans, l'activité agricole n'existe plus. Voilà, on ne met plus de vaches à pâturer ou on ne fait plus d'exploitation dessous. Alors je pense, comme le disait Melinda, il faudra vraiment bien vérifier au regard des critères du futur décret. Parce que dans ces cas-là, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur de l'agrivoltaïsme alibi. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Je ne suis pas sûre que ça rentre dans les bons critères du décret sur l'agrivoltaïsme. On sera plus sur un projet de parc solaire avec un usage agricole, mais qui va être créé en fait, et qui effectivement dont la pérennité n'est pas garantie. Dans ce cas-là, on sort de l'agrivoltaïsme. À voir quand même avec le décret. Je te passe le micro juste après, parce que ce que dit la loi, mais à vérifier avec les décrets, c'est que normalement, il doit subsister une activité agricole et l'activité énergétique ne doit pas rentrer en concurrence avec cette activité-là. Donc si l'activité agricole disparaît, on ne rentre plus, comme le disait Véronique, sur des critères d'agrivoltaïsme, et donc toutes les aides auxquelles pourraient prétendre ces projets-là, ce ne sera plus possible. Donc on verra ce que le décret dit. Mais normalement, on devrait rester sur cette notion-là. Par contre, si l'activité agricole disparaît, on reste quand même sur une centrale photovoltaïque au sol, où là, il y a des vraies questions de biodiversité et de choix du site à se poser. Tu veux compléter ? Oui, je voulais simplement effectivement compléter à nouveau sur la loi, même si le décret n'est pas encore publié. Il y a quand même dans la loi inscrit qu'on peut démanteler la centrale si jamais il n'y a pas d'activité agricole 10 ans après. Et il y a un suivi obligatoire, à la fois un suivi agricole obligatoire. Donc en fait, le préfet a les moyens, d'ailleurs, au-delà de ça, le préfet a toujours les moyens de prendre des arrêtés complémentaires et de faire arrêter un projet s'il ne respecte pas l'arrêté préfectoral initial. Faire arrêter dans le sens, le faire stopper. Voilà. Bon, on a peut-être le temps d'une dernière... Non, peut-être pas. Oui. Non. Une dernière question ? Ici, de ce côté-là. Je voulais élargir le sujet parce qu'on a parlé beaucoup photovoltaïque au sol, mais qu'en est-il sur les photovoltaïques flottants, sur des surfaces en eau, que ce soit étangs, gravières aussi ? On voit de plus en plus de projets, on va dire,
se développer des projets là-dessus qui ne sont pas encore sortis, mais la question de l'impact aussi sur la faune aquatique se pose. Et j'ai oublié le deuxième volet. Non, c'était surtout ce qui est énergie renouvelable, plutôt la petite hydroélectricité par rapport aux objectifs de continuité écologique. On ne l'a pas du tout évoqué aujourd'hui. Mais voilà, je voulais voir si vous aviez des retours d'expérience là-dessus pour concilier les deux. On a des vrais soucis avec les associations, notamment des riverains des moulins, qui veulent vraiment, sous prétexte de l'hydroélectricité, conserver des ouvrages sur lesquels il n'y avait plus rien comme activité, mais pour ne pas avoir à le démonter, pour retrouver la continuité écologique. Donc si vous aviez des éléments sur ces deux sujets, je vous remercie. Alors, on en a, mais en 30 secondes, ça fait vraiment très court pour les évoquer. En tout cas, pour ce qui est des... Donc, je vais aller très vite, mais si vous voulez, on pourra approfondir à part. Sur les parcs solaires flottants, on a 2 gros programmes de recherche qui ont été lancés par l'OFB, l'ADEME et l'Université de Toulouse, notamment, pour évaluer les impacts. Donc les premiers résultats tendent à montrer que ces structures, en créant un ombrage, modifient la luminosité, elles diminuent la température de l'eau. Donc ça pourrait être considéré comme un effet positif, mais en fait, comme on l'a vu, un écosystème, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et certes, on peut diminuer la température de l'eau, mais aussi on diminue la turbulence dans la colonne d'eau, on diminue donc la luminosité, et donc on modifie tout le développement du phytoplancton. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin toutes les espèces de plancton qui vivent dans ces milieux-là. Donc potentiellement, parce que ce sont des hypothèses qui sont en cours d'être testées, on peut modifier de manière notable le fonctionnement de l'écosystème lacustre. Donc tout ça, c'est en train d'être étudié, à la fois pour comprendre les mécanismes et les processus qui se mettent en place dès lors qu'on installe ces structures sur des miroirs d'eau. Et bien évidemment, derrière, on est à la recherche de solutions. Donc il y a des programmes de recherche en France, mais aussi à l'international. Il y a un guide qui vient d'être publié par les pays asiatiques qui ont déjà des équipements sur des surfaces très très importantes, qui est en anglais et dont je pourrais vous donner les références si vous le voulez. Voilà, avec des points d'attention sur les modalités d'ancrage, les modalités de dimensionnement de ces parcs. Et puis sur l'hydroélectricité, ça va être très rapide aussi, c'est un sujet assez sensible qui est régulièrement évoqué. Vient de paraître un document sur quels critères prendre en compte, quelles bonnes pratiques appliquer en fonction des enjeux. Donc c'est un document du ministère qui vient d'être publié, qui identifie quel diagnostic on peut faire au cas par cas pour évaluer les enjeux et bien peser en gros les avantages et inconvénients de ces installations de microcentrales hydroélectriques au cas par cas. Donc ça a pour objet d'appliquer le principe de proportionnalité en fait, en donnant un certain nombre de critères. Sachant que pour chaque cours d'eau, pour chaque microcentrale ou chaque seuil, on peut avoir un diagnostic différent, soit effectivement d'effacement arasement ou d'équipement, soit de réinstallation ou d'installation d'une microcentrale. Mais donc, comme on sait qu'on est dans le cas par cas, ce document qui vient de paraître donne les critères d'évaluation. Voilà, c'était très très rapide. Je vous propose de conclure du coup sur cet atelier. Vous avez vu, on a brassé très rapidement un certain nombre de sujets dont on voit qu'ils sont assez sensibles et complexes. On voulait vous apporter quelques pistes de réflexion en termes de retour d'expérience, mais aussi des outils d'appui au choix des sites ou des aires d'accélération, et puis des retours d'expérience, des pistes de réflexion pour la bonne conception des projets. Sachez que vous avez énormément de documents en fait qui sont publiés. Alors, on n'a plus le support, mais ça y est. Voilà, je voulais quand même vous indiquer qu'il y a déjà beaucoup de guides qui existent, qui sont applicables. Tout le monde ne les connaît pas, à la fois pour la phase chantier, mais aussi pour les phases de conception et exploitation des projets. Donc certains ont été évoqués par Bertrand, par Mélinda, etc. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Vous avez une brochure qui est à disposition, qui présente de très nombreux retours d'expérience positifs, pour le coup, d'implantation de parcs solaires photovoltaïques au sol sur des milieux. Et on reste bien évidemment à votre disposition avec la mise en place du centre de ressources.
On espère pouvoir mettre en place ces échanges plus fréquemment avec tous les acteurs pour chercher ensemble des solutions à chaque étape du cycle de vie des projets, pas uniquement sur la phase de conception, mais aussi sur les phases amont de planification, de budgétisation, etc. des projets. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute.